Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change. Pour rester à l'écoute des marchés, chaque jour, vous nous suivez en direct à la télévision à 17h via vos box. Vous nous suivez en live également sur nos réseaux sociaux et notamment sur le compte LinkedIn de Bismart for Change. Et vous nous retrouvez bien sûr en rattrapage chaque jour, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une séance plutôt calme pour démarrer une semaine qui verra la publication de différents indicateurs macroéconomiques, à commencer par les premières estimations conjoncturelles des PMI demain pour différents pays de la zone euro, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis. Nous aurons également au programme cette semaine une réunion de la Banque nationale suisse qui viendra clôturer la séquence banque centrale de rentrée et puis un indicateur d'inflation publié ce vendredi aux États-Unis, la mesure PCE qui est une des mesures privilégiées par la Réserve fédérale américaine pour en savoir un peu plus sur les dynamiques inflationnistes en cours aujourd'hui aux États-Unis. Les États-Unis, par ailleurs, qui sont prêts à venir en soutien de l'Argentine à travers quelques posts sur les réseaux sociaux. Scott Bessent, le directeur du Trésor américain, a indiqué que les États-Unis étaient prêts à soutenir l'Argentine et les actifs argentins, le peso notamment. L'Argentine qui est un allié systémique des États-Unis et qui a connu quelques turbulences autour d'une élection locale qui n'allait pas dans le sens de Javier Milei. Aujourd'hui, on voit un gros rallye du peso en ce moment, peso argentin bien sûr, sur le marché des devises. Voilà donc pour ce démarrage de semaine marqué par des indices actions qui ne font pas grand-chose. Pauline Gratel vous apportera plus de précisions dans un instant. En revanche, l'or poursuit son envolée après une hausse déjà de plus de 40% en dollars depuis le 1er janvier. L'once d'or a franchi de nouveaux records aujourd'hui, autour de 3750 $. Bon sujet de discussion avec nos invités de Planète Marché dans un instant, quelques jours après la décision de la Réserve fédérale américaine d'abaisser ses taux de 25 points de base. Et nous resterons dans l'ambiance américaine en fin d'émission avec notre traditionnel quart d'heure américain du lundi. Pierre-Yves Dugas sera avec nous en visioconférence à partir de 17h45. Nous reviendrons notamment sur le deal ou l'accord cadre qui pourrait permettre à TikTok de devenir américain. Nous en parlerons donc avec Pierre-Yves dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La journée est donc plutôt calme pour les indices mondiaux en ce début de semaine. Oui, la semaine commence sans rendez-vous économique majeur au programme. Dans ce contexte, les indices européens évoluent sans tendance marquée autour de l'équilibre. Le CAC 40 cède 0,5% évolue aujourd'hui autour de 7800 points. Aux États-Unis, les indices sont en légère hausse dans les premiers échanges. Le Nasdaq et le S&P 500 ont inscrit de nouveaux records. Que dire des équilibres observés sur les marchés obligataires? 3 séances après la baisse de taux de la Réserve fédérale américaine. Aux États-Unis, pour commencer, le rendement à 10 ans flirte avec les 4,15% aujourd'hui. Le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,75% et le rendement français de même échéance autour de 3,55%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite autour de 1,1780 au cours de la séance. Et puis les métaux précieux auront donc été les grands gagnants de cette année 2025, à commencer par l'or qui a inscrit aujourd'hui de nouveaux records. Oui, l'or ne cesse d'inscrire de nouveaux plus hauts avec de nombreux records depuis le début de l'année. L'once d'or a franchi aujourd'hui le seuil de 3700 $. On note des flux records vers les ETF adossés aux métaux précieux. L'argent est également en hausse et au plus haut depuis 2011. Les agences de notation, pour revenir notamment sur le relèvement de la note italienne vendredi soir après la clôture en Europe par l'agence Fitch. Oui, une semaine après avoir abaissé la note française, Fitch a relevé celle de l'Italie de triple B à triple B+. Fitch salue la stabilité du gouvernement et le redressement des finances publiques. De son côté, Giorgia Meloni voit un signe clair de la confiance des marchés internationaux. Le MIB est à l'équilibre et le 10 ans italien est stable. Parmi les mouvements observés aujourd'hui sur les marchés européens, la chute du titre Porsche de 7%. Oui, Porsche annonce que sa prochaine gamme de SUV, prévue initialement aussi en version électrique, sera finalement dans un premier temps commercialisée uniquement en version hybride et essence. Depuis le début de l'année, le titre plonge de près de 50% et revient à ses plus bas historiques. Dans le sillage de Porsche, c'est l'ensemble du secteur auto en Europe qui est dans le rouge. Oui, Volkswagen, la maison mère de Porsche, figure dernier du Stoxx 600 et plonge de 8%. Le groupe déclare que ce changement de stratégie va lui faire perdre plus de
5 milliards d'euros. En France, Stellantis recule de 3% et Lanterne Rouge du CAC 40 et Renault cède de plus de 1%. Et puis au chapitre M&A, une acquisition dans la pharma, c'est Pfizer qui rachète le fabricant de médicaments contre l'obésité, Metsera. Oui, cela va servir à Pfizer de se renforcer sur le marché en plein essor des traitements contre l'obésité. Le coût de cette acquisition est de 7,3 milliards de dollars. Pfizer ouvre en hausse de 2% et Lilly est à l'équilibre et Novo Nordisk cède 2%. Un mot du programme de demain sur les marchés, Pauline. Demain, les investisseurs regarderont les PMI préliminaires de la zone euro et du Royaume-Uni pour le mois de septembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunan-Châtelet est avec nous, gérante et directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Julien Nebenzal, le président d'Itoro Patrimoine. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Et Florent Delorme qui nous accompagne également avec nous autour de cette table, stratégiste chez M&G Investments. Bonsoir Florent. Bonsoir. Partons peut-être de la réunion de la Fed qui a vu, je le disais, une baisse de taux de 25 points de base la semaine dernière, la première depuis décembre 2024. Florent, quelques séances de digestion sont derrière nous. Qu'est-ce que vous retenez du message et surtout de l'impact ou des impacts à attendre de cette première baisse de taux de la Réserve fédérale américaine depuis l'an dernier? C'est une baisse de taux qui était attendue par les intervenants de marché et qui nous semble cohérente compte tenu de la dégradation du marché de l'emploi aux États-Unis, qui est quand même l'élément qu'on regarde le plus. Et c'est vrai qu'il était difficile de justifier, de maintenir les taux directeurs au niveau auquel ils étaient. Donc la Fed avance avec prudence, parce qu'on a encore des données d'inflation qui montrent qu'on a des régimes d'inflation qui sont un peu supérieurs à ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc la Fed cherche une ligne de crête pour à la fois préserver la croissance américaine sans pour autant laisser filer les prix. Donc, Cette première baisse, elle n'était pas difficile. Elle était plutôt facile. Oui. Nécessaire. Ouais. Nécessaire. Et les suivantes le seront aussi. Les deux prochaines que tout le monde anticipe semblent aussi cohérentes avec l'état de l'économie américaine, qui est en décélération assez marquée. Et donc la Réserve fédérale, évidemment, veut éviter la récession, c'est dans son mandat, et quitte à mettre temporairement de côté cet objectif de 2% d'inflation qui n'est pas si impératif que ça, puisqu'en réalité, compte tenu du stock de dette de l'État américain, il serait plutôt raisonnable d'avoir des régimes d'inflation un peu supérieurs à ce qu'on avait l'habitude d'avoir d'un point de vue strictement économique. Ça ne poserait pas de problème majeur aux entreprises. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs, avoir entre 2 et 3% d'inflation en soi, ce n'est pas un vrai problème. Et ça permet quand même, dans la durée, de contribuer au désendettement de l'État fédéral. Donc ça semble être un régime assez efficient. On essaye de préserver la croissance et maintenir un petit peu d'inflation, même si ça n'est pas dit en ces termes. Ouais. Ça nous semble cohérent. Non, voilà. eux, ils s'attachent quand même au mandat, Voilà, exactement. Quand bien même il est double, mais il y a quand même un objectif de stabilité des prix autour de 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Fed essaye aussi de préserver, alors c'est l'économie d'abord, mais pour les marchés, ça veut dire que la Fed préserve un espèce de sweet spot pour des actifs risqués, pour le marché action américain, par exemple, Florent? Oui, il nous semble que la séquence de baisse de taux vers laquelle on s'oriente va soutenir. Ça ne va pas être un signal négatif pour les investisseurs? Non, dans la mesure où on y va par palier de 25 points de base et qu'on reste quand même à des niveaux de taux directeurs assez élevés. Pour nous, c'est pas du tout un signal négatif, c'est plutôt le signe que la Fed sera en soutien dans une séquence de ralentissement de l'économie américaine. Et le deuxième facteur de soutien, ce sera aussi les mesures votées par le Congrès qui viendront contribuer à la relance de l'économie américaine et donc à la fois les baisses de taux à venir plus
la relance budgétaire sont de nature à soutenir les marchés actions. Donc effectivement, on est plutôt constructif sur les actions américaines. Ouais. Ouais. Julien, est-ce que effectivement, alors la baisse de taux de la Fed, les quelques autres peut-être à venir, la relance budgétaire qu'on peut voir peut-être arriver pour 2026 aux États-Unis, est-ce que tout ça apporte un nouveau souffle? Un nouveau souffle. Est-il besoin d'un nouveau souffle pour les actions américaines qui sont déjà, je crois qu'on est à 27 records du S&P 500 sur moins de 40 semaines déjà écoulées en 2025? Ouais, les marchés d'actions, est-ce qu'ils ont anticipé quelque chose? En tout cas, ils suivent l'état des bénéfices, hein, et puis la politique monétaire, elle est ce qu'elle est. Il n'y a pas eu, je crois, de mouvement particulier là, à la suite de la baisse de taux. Alors j'écoute. Quand vous dites pas de mouvement particulier, c'est quoi? Sur le la dollar, bourse. sur les taux Oui, les marchés devaient s'attendre Ouais. à ça, ce qui vient d'être dit à l'instant. Après, en écoutant justement les émissions comme ici, je m'aperçois que la discussion est toujours sur la complexité de la décision de la Banque centrale américaine, avec d'un côté l'emploi dont on dit qu'en se dégradant, peut-être qu'il préfigure d'un ralentissement économique. Je suis un peu surpris parce que l'emploi est plutôt un indicateur retardé, mais je laisse ça, je pose juste ça comme idée. Et puis l'inflation qui ne baisserait pas, la réalité c'est qu'elle ne baisse pas, et que ça rend l'équation complexe. Moi je trouve que ça rend l'équation relativement simple, personnellement. Ouais. Et je pense que Powell, moi je n'ai pas l'impression que ce soit si stressé que ça. Alors c'est vrai que le président Trump ne le ménage pas, mais je pense qu'il a justement deux forces contradictoires et que ces forces sont en train de travailler. Et que la décision qui a été prise là, c'est une décision, je pense qu'on peut qualifier de prudence. Je dirais donc Gestion du risque. moi, je ne pense pas que ce soit un pivot. Personnellement, je ne l'anticipe pas comme un pivot. Alors, j'ai des raisons. C'est la position de tout ça à l'intérieur du cycle économique, du cycle de l'inflation, etc., Ouais. et du cycle géopolitique. Pivot, ça Mais- voudrait dire quoi pour vous, Julien? Que la Fed Que va c'est une- aller en que c'est une- accommodation, Ouais. en soutien d'une économie chancelante, voire en contraction. Ouais, succession D'accord, de baisse de taux. d'accord. Pivot, c'est la perspective J'entends. d'un cycle relativement long de baisse de C'est taux. les 300 points de base que Et demande Et Donald Trump. Quoi. ce que je dis, bon, c'est peut. Mais j'étais fin 2022, début 2023. En avril 2022, les taux commencent à monter. Oui, Ça s'arrêtera en juillet. oui. Et à partir de début 2023 et jusque quasiment fin 2024, tout le monde anticipe une récession aux États-Unis. On anticipe une baisse de taux, parfois 6, 7, 8, 9. Oui, oui, bien Ça sûr. ne se passe pas. Hein. Oui, oui. Mais on a passé 1 an et demi à. Mhm. Et pour ma part, je ne pouvais pas l'anticiper, ça, de récession et surtout de ce nouveau cycle de baisse de taux, parce que le cycle économique, dans justement la lecture de Kitchin, c'est-à-dire les cycles de 3 ans et demi en moyenne, le point bas était autour de fin 2022. Ouais. Ce qui veut dire que ce qui était devant nous, c'était une expansion. partie d'ascension du cycle économique. Or, on avait une hausse de taux. Mais on n'est pas habitué, et elle est atypique, on n'est pas habitué à avoir une hausse de taux depuis un point bas d'activité économique. C'est ça qui rendait la chose très délicate. Et là, en ce moment, on pense à une baisse de taux, on anticipe une baisse de taux au motif qu'il y a un ralentissement, mais on est encore dans les conséquences de l'ascension. C'est-à-dire que le point bas de l'activité économique ne peut pas se situer avant la fin de l'année prochaine. Alors, il peut se situer pour des raisons diverses avant ou après. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais les vraies indications ne peuvent pas être là. Et moi, je trouve qu'elles ne sont pas là. Puisque l'inflation reste solide, le taux de chômage reste bas. Et s'il y a un problème sur le marché de l'emploi, à nouveau, c'est une indication, pour moi, qui est retardée. Donc, le commentaire que je ferai là, c'est de dire Powell, il avait un job dans son mandat, c'est la normalisation de la politique monétaire sans casser la machine. Je crois qu'il l'a réussi. Et aujourd'hui, il se situe avec une marge de manœuvre en termes de taux et des marchés actions et une économie solide. Ça veut dire que tout le Donc, travail de Powell et de ceux qui vont parler là dans le sillage de la réunion de la semaine dernière va être quand même de faire comprendre au marché que d'anticiper trop de baisse de taux, c'est peut-être pas approprié aujourd'hui. Oui, alors Alors essayer d'en retirer un petit peu de ce que le marché anticipe aujourd'hui. La fameuse expression, je ne sais plus si c'est de Mazarin ou de Richelieu, je serais tenté de dire que c'est Mazarin, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Donc, D'accord. Je pense que l'ambiguïté va persister pour une raison simple, c'est que les deux forces s'opposent Je comprends. et que gesticuler n'a pas spécialement de sens. Maintenant que le marché anticipe des séries de baisse de taux, c'est une hypothèse qui se comprend. Je dis juste qu'en termes de cycle, ça ne me paraît pas encore logique. Ça me paraît arriver plus tard que les cycles qui viennent. J'entends.
Comment vous avez interprété effectivement cette décision très commentée déjà de la Réserve fédérale américaine chez DNCA, Léa, et par rapport au pricing de marché? C'est vrai que le marché attend toujours plus de baisse de taux, et je crois que ce point de vue-là, même après la réunion, les choses n'ont pas beaucoup évolué. C'est-à-dire encore 2 baisses cette année, le FOMC le signale lui-même, et peut-être 3 encore au cours de l'année 2026. Ah oui, la problématique que l'on a finalement aujourd'hui, c'est qui va l'emporter à la tête de la Fed dans les 6 prochains mois. Alors, c'est comme ça qu'on va avoir la réponse à l'ampleur de la baisse des taux. Et je pense que déjà, le signal qui a été donné par Jérôme Powell était très intéressant parce qu'il a quand même formulé une certaine inquiétude quant à l'inflation, qui est quand même le sujet de fond. Et je crois que beaucoup nous l'ont confirmé dans les discours entreprises, mais également politiques de ces 3 derniers mois. L'impact des tarifs douaniers est malheureusement pas du tout encore présent dans l'économie américaine. Et donc, des estimations, 40% des droits de douane ont été passés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il en reste une bonne majorité qui n'ont pas encore été retranscrits dans des prix finaux pour le consommateur ou les utilisateurs. Et d'une part, ceci, et puis c'est pas sur une année pleine. Et donc il faut vraiment se positionner maintenant comme une économie qui a fait ses annonces, et la plupart des négociations sur ce sujet-là ont eu lieu pendant l'été. Donc l'effet plein de ces augmentations de prix n'arrivera pas avant 6 mois. Et donc Jérôme Powell nous dit tout simplement vigilance, parce que si à cause de ça on a une surchauffe de l'économie dans les prochains mois et qu'on s'est amusé quelque part à baisser un petit peu trop rapidement les taux, on risque d'avoir des swings un peu dangereux. Je dirais, c'est la position rationnelle de l'économie. Et de ce point de vue-là, je pense que Jérôme Powell a réussi à faire ce qu'il fallait pour aller dans le sens de Trump, d'une part, son président, mais également de ce que les marchés pouvaient anticiper. Et d'ailleurs, ils n'ont pas réagi parce que c'était complètement anticipé. Maintenant, je pense que la vraie fenêtre, c'est celle de la nouvelle mandature à la tête de la Fed et de ses marges de manœuvre vis-à-vis de ce que demande le président. D'accord. Et le marché, en intégrant autant de baisses de taux en 2026, fait le pari qu'un prochain président sera peut-être plus poreux ou plus sensible à la question politique et à la question de la trajectoire de finances publiques derrière. Bien sûr, et je pense qu'il y a un effet qu'il va falloir suivre de très près, c'est la pontification des taux aux États-Unis. C'est-à-dire que cet effet de baisse des taux courts ne se répercute pas dans les taux longs, et ça va avoir des effets assez conséquents sur l'économie, mais aussi sur certains secteurs. Donc ces mouvements de pontification, ils restent valables pour vous dans des stratégies, alors des stratégies crédit, par exemple chez DNCA, et pas que. Y compris sur les actions. Parce que le secteur financier qui a vécu exactement la même chose en Europe. Donc c'est pas des baisses de taux qui vont faire baisser les taux longs américains? Pas forcément. Pas forcément. Sur le dollar? Qu'est-ce que vous en dites chez DNCA à ce stade? Le dollar, c'est plus compliqué parce qu'effectivement... Ne vous inquiétez pas, je vais poser la question. Oui, aussi, je laisse les spécialistes. Non, mais c'est vrai qu'un atterrissage autour de 1,20, 18, 1,20, c'est ce qu'il y a après dans les modèles de tout le monde. Et c'est ce qu'il y a dans les modèles des entreprises. D'accord. Et donc jusqu'à 1,20, on est en terrain connu. Si l'euro-dollar devait aller à 1,20, on serait, pour vous, en tant que professionnel de la gestion d'actifs, on serait en terrain connu. Ah oui, complètement. Et ça serait pour le coup une très mauvaise nouvelle d'un point de vue microéconomique. Pour l'Europe. Pour l'Europe, bien sûr. Et puis, tout simplement, pour la perspective aussi de toutes ces entreprises européennes qui sont très présentes aux États-Unis, qui auraient un peu la double peine. C'est la double peine. Les 15% de tarifs et la hausse de l'euro contre la baisse du dollar. Sur le dollar, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que votre analyse dit à ce stade, Julien? Est-ce qu'on a déjà consommé une bonne partie du potentiel de baisse? On baisse plus depuis la décision de la Fed mercredi. Je vais utiliser mon joker. J'ai travaillé sur beaucoup de modèles en économie et en finance, avec des taux de réussite au sens où les modèles sont prédictifs de 80%. Sur le dollar, je n'ai rien atteint du tout. Donc, je ne peux pas trop vous aider. Après, je peux faire un discours très général, très consensuel sur le dollar. Je vais pas le faire. Je vais juste relier le dollar avec... et c'est qui va donc dire que je suis quand même pas très positif sur l'évolution du dollar, c'est qu'on a 15% en gros, de tarifs douaniers. On rajoute 15% de dépréciation depuis Trump, on est à peu près à 30%. Et ça, c'est la définition du nouvel ordre que veulent les Américains. Et ça se retrouve en géopolitique, alors ça si on ne le voit pas, mais ça se retrouve aussi à l'intérieur, parce qu'on a parlé de Powell juste avant, c'est le dernier coin qui n'est pas tout à fait trumpien dans l'équation, mais si on regarde, le régime autoritaire se met en place. Alors un régime autoritaire qui se met en place, normalement il est quand même très centré sur lui-même,
au-delà des petites annexions possibles de type Canada, Groenland, mais très centré sur lui-même. Donc en fait, la devise est encore moins son sujet. Je comprends. Donc la logique pour moi, c'est quand même pas que le dollar remonte. Il n'y a pas de filet de sécurité, quoi, Voilà. en fait. Ajouter à ça, on pourra parler, peut-être qu'on va parler de l'Asie, mais comme l'Asie remonte, comme l'Asie se tient mieux, surperforme, en tout cas, on peut dire à certains moments, ça veut quand même dire que l'attention des capitaux, elle a bougé un peu. Et si elle a bougé un peu, c'est pas spécialement pour revenir sur le dollar, mais que là-dedans, l'Europe s'est retrouvée seule, maintenant c'est évident, hein. Enfin, l'OTAN, il reste un petit peu de trucs, mais enfin, l'Europe est seule, le conflit peut s'aggraver, ce qui veut dire là aussi, le contexte géopolitique devient encore plus difficile, que la réaction du dollar, ça va être encore plus de volatilité, et donc probablement pas dans le bon sens. Voilà. Donc, voilà, j'ai pas de modèle, Non, je veux bien faire une un forme petit de réponse, voilà. Julien. Je ne vois pas trop le dollar remonter. Qu'est-ce qui va faire bouger le dollar partant des niveaux atteints aujourd'hui, partant de ce que le marché a intégré, Florent, et est-ce que le sens est encore plutôt un risque à la baisse sur le dollar? Donc il y a un consensus dans le sens baissier pour le dollar. Effectivement, tout le monde cite ces chiffres de 1,20 parce que finalement c'est assez rassurant de se dire on a fait l'essentiel du chemin. Et puis certains, à l'inverse, pronostiquent vraiment un débassement complet du dollar et du coup une rupture dans l'ordre financier mondial, puisque le dollar est le pivot du système. S'il y a un décrochage trop important, ça amène bouscule tout le monde, multiples. Donc où est-ce qu'on se situe, nous, par rapport à ça? On élimine l'hypothèse d'un changement de régime complet avec un dollar qui décrocherait à un point tel que l'ensemble des valorisations de tous les actifs serait fortement pas là en maintenant cause. comme ça, quoi. Ça nous semble peu probable, même si je reprends les précautions qui ont déjà été données. Les devises, c'est un sujet extrêmement complexe, très difficile à modéliser. Donc, évidemment, il serait présomptueux de faire une prévision avec une grande assurance, mais tout ça est un jeu relatif. Donc, si on raisonne par rapport à l'euro, en l'occurrence, il nous semble que la zone euro n'est pas dans une situation politique, économique et même géopolitique suffisamment florissante pour voir l'euro durablement s'apprécier par rapport au dollar. Ça semble quelque chose d'assez improbable. Il faudrait des finances publiques beaucoup plus saines, une croissance potentielle beaucoup plus élevée, une productivité donc... D'accord, donc faire le rapport Draghi en 6 mois, quoi. Exactement. Okay. Voilà. Donc ça nous semble être un frein quand même à la dégringolade que certains prédisent sur le dollar. Il n'y a pas assez d'alternatives crédibles. Voilà, c'est pas que les États-Unis sont dans une situation où intrinsèquement ils conservent toute leur force. On a bien compris qu'effectivement l'administration Trump, par ses politiques consistant à chercher à faire pression sur la Fed, instaurer des tarifs douaniers ou même à remettre en cause le cadre légal américain, puisqu'il teste les limites en permanence de l'état de droit. Évidemment, tout ça est de nature à interpeller et donc fait qu'un certain nombre d'investisseurs se retirent des actifs américains. Mais pour aller où, en fait? On peut à la marge procéder à des réallocations, mais il faut quand même rappeler que, les États-Unis, via leur puissance militaire, restent un des pivots essentiels de l'ordre international, puisque la monnaie est quand même très très liée aux forces armées, hein, il faut le dire en ces termes, c'est pas que de l'économie. Deuxièmement, la technologie américaine, l'innovation américaine, c'est aussi une force d'attraction formidable qui, sur le long terme, sur le moyen terme, soutient quand même le dollar. C'est difficile de soutenir l'idée qu'il faut acheter de la tech américaine, mais que le dollar, lui, s'enfoncerait indéniablement. Intuitivement, on comprend plutôt que les deux vont quand même un peu de pair dans la durée, que si les États-Unis rayonnent par leur technologie, on ne voit pas comment le dollar pourrait s'effondrer. Et puis enfin, il faut pas surestimer quand même la puissance de l'administration Trump. Les États-Unis restent quand même un état de droit, ils testent les limites en permanence, mais entre tester les limites et réussir à faire chuter l'état de droit et à
un chemin immense qu'il n'a pas les moyens de franchir à ce stade. Et donc l'état de droit américain reste bel et bien là. Donc c'est suffisamment de garde-fous pour rester confiant dans l'économie américaine. La tech américaine, elle garde évidemment tout son pouvoir d'attractivité. L'affaire des visas H-1B, c'est nature à fragiliser aussi peut-être l'intérêt que les investisseurs peuvent avoir pour des grandes valeurs technologiques américaines. Limiter la capacité des talents à venir travailler pour la tech américaine, c'est... Ça peut saper aussi ce qui a fait justement l'essor et la gloire de cette même technologie américaine. Alors, 2 questions. Donc, la technologie américaine, on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, on touche quand même les niveaux supérieurs de valorisation. Un marché est tendu, il n'y a pas beaucoup de place pour mieux valoriser ça. J'ai vu qu'il y a 34% des entreprises du S&P 500 qui sont valorisées plus de 10 fois leurs ventes. Voilà, on parle des ventes. Tout à fait. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Mais en même temps, quand on lit les multiples études sur les perspectives de développement d'intelligence artificielle et de tout l'écosystème qui entoure l'intelligence artificielle, des chiffres d'affaires qui progressent de 30% par an, ça semble être quelque chose qui est assez validé par les multiples spécialistes du domaine. Donc oui, les valorisations sont tendues, mais ça ne semble pas complètement aberrant compte tenu de la révolution technologique. Et donc on peut se permettre de mettre un visa H-1B à $100 000 au lieu de quelques centaines précédemment. Alors, donc effectivement, je crois qu'il serait imprudent de considérer qu'il y a une super bulle sur la tech américaine et qu'il faut s'en tenir à l'écart. Okay. Sur la question précise là, qui anime les débats depuis 24 heures, en réalité, $100 000, c'est assez peu si on est convaincu qu'il y a vraiment un spécialiste de très haut niveau. Pour recruter une star d'IA, c'est 100 millions aujourd'hui. Voilà, donc moi j'ai l'impression qu'on en fait un peu trop sur cette idée que un droit d'entrée de $100 000 pour faire venir un super professionnel de l'intelligence artificielle ou de la technologie. Si la tech américaine le veut, elle le payera. Si la tech le veut, franchement, c'est dérisoire pour ces boîtes-là. Et s'il s'agit effectivement de recruter un informaticien de bon niveau, mais qui ne va pas apporter quelque chose d'essentiel, ce que dit Trump, ça veut dire si vous n'êtes pas prêt à mettre $100 000, je comprends. C'est que franchement, votre informaticien, il est moyen et vous le prenez aux États-Unis. Et vous trouverez le même ici. Exactement. Donc, c'est pas non plus complètement incohérent. Encore une fois, $100 000, c'est rien si vous voulez avoir une superstar. Il y a le signal et puis la réalité des choses. Alors, c'est vrai que le signal surprend un peu tout le monde, y compris la tech américaine. On a vu des boîtes de consulting, etc., baisser quand même sur la nouvelle, qui font appel à beaucoup d'Indiens, notamment, qui sont les premiers à profiter de ces visas-là, mais sur cette affaire-là. C'est un peu démagogique, effectivement, comme mesure. Moi, ce qui m'intéresse dans ce qui a été Vous pouvez estimer à 14 milliards au regard des nouveaux visas que délivre chaque année l'administration américaine. Tout est bon pour ramener de l'argent dans les caisses. En tout cas, de ce point de vue-là, la politique de Donald Trump est très claire. Non, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, pour moi, c'est ce qui se passe sur les marchés actions américains, sur lesquels on est probablement un peu plus prudent, parce que finalement, quand on regarde la hausse très récente et très rapide, elle se concentre à 60% sur les secteurs de la tech et de l'intelligence artificielle. C'est de l'hypercroissance. Donc effectivement, la valorisation, je suis d'accord, c'est pas un problème en réalité. On voit très bien que la tendance de fond sur ce secteur-là, elle est amorcée, et les entreprises dont il est question ont des perspectives très très positives. Ce qui est plus inquiétant, moi je trouve, sur le fond, c'est finalement tout le reste de la cotation américaine. Et d'ailleurs, quand on compare avec la cotation européenne, puisque cette année, on est sur une année européenne, en tout cas au démarrage, et puis finalement, où à peu près tous les indices se comportent bien, c'est intéressant de voir qu'on n'a pas du tout les mêmes moteurs de performance. En Europe, nos moteurs de performance se concentrent sur 2 secteurs pour 80% de la performance, les financières et la défense. On joue un plan de relance. Les États-Unis, on n'a pas encore joué le plan de relance. Là, on est sur l'économie interne qui fonctionne bien, sur son innovation, sur sa capacité effectivement à sortir des entreprises, des licornes qui deviennent des mastodontes en très peu de temps, alors que nous, on a eu un marché action européen qui ne s'est pas du tout concentré sur les mêmes secteurs, parce que les moteurs ne sont pas les mêmes. Et c'est là où finalement cette notion, parce qu'on parlait de l'euro-dollar, va devenir un peu cruciale, en tout cas pour l'Europe, parce que les industries qui fonctionnent aujourd'hui en Europe sont très dépendantes. Là, ce dont on parle finalement, ces entreprises américaines-là, elles sont
pas impactés par l'effet de vis, c'est pas un sujet. Et donc la macroéconomie aujourd'hui et la lecture des marchés, elle est complexe et elle se traduit par des divergences très très fortes entre l'Europe et les États-Unis. Ouais, Julien, des régimes de marché différents entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce qu'il faut imaginer que ça perdure ? Est-ce qu'il y a des risques asymétriques désormais sur le marché américain qui amènent de la prudence ? Est-ce qu'il faut envisager, je sais pas, des rotations, des grands mouvements de rotation un peu de fonds qui permettraient, alors à la logique indicielle, de se poursuivre ? Ça va être... on parlait justement de politique monétaire un peu avant. Ça va être difficile de faire des estimations là-dessus, à mon avis, parce que en plus, il y a une fragmentation monétaire très claire maintenant. Il n'y a plus du tout de convergence. Une désynchronisation des politiques monétaires. Qui aboutit à une fragmentation, à mon avis. Donc, la Fed commence à baisser, la BCE pour l'instant en pause, et la Banque du Japon elle voudrait monter. Doit encore en délivrer une. Elle n'a pas fait sa normalisation jusqu'au bout. Donc quand on voit toutes ces choses-là, on sait que d'un rythme économique, on est différent, et d'un rythme financier, on est forcément différent, puisque les taux sont différents et les perspectives de taux sont différentes. Ensuite, il y a une homogénéité en Europe qui est quand même assez intéressante. Je ne dis pas que c'est lié à la géopolitique, mais enfin, on a quand même globalement une convergence. Il y a juste la France qui fait étonnamment son cavalier seul, mais en dehors de ça, il y a quand même... D'accord. Pour arriver à mettre 27 pays d'accord sur un certain nombre de sujets, c'est pas facile, ça l'a jamais été. Et là, en ce moment, ils trouvent quand même beaucoup de points sur lesquels ils s'entendent. Ce qui, dans le fond, est plutôt pas mal. On peut rajouter aussi les dépenses d'investissement. C'est-à-dire qu'on pourrait dire en France qu'on a tendance à s'endetter pour la dépense courante, c'est-à-dire pas pour créer un actif. Là, on parle en Europe d'endettement qui peuvent permettre de créer des actifs, à commencer par la défense. C'est quand même des déterminants qui sont extrêmement forts pour un marché qui représente 20, selon ce qu'on regarde, 20, 22, 23% du PIB mondial. Donc, il y a des éléments qui sont très intéressants. Maintenant, si on revient presque à la question du début, et donc la valeur des entreprises, est-ce que la bourse devrait monter avec la politique monétaire ? Ce sont les profits qui guident quand même les valeurs des bourses. En tout cas, sur longue période, c'est comme ça que ça fonctionne. Et de tout ce que je viens de décrire en Europe, des leviers de profit dans notre niveau de croissance qui n'est pas si robuste que ça, ce n'est pas les mêmes leviers que certains secteurs aux États-Unis, sur lesquels le niveau de croissance, je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais est tellement fort qu'on a forcément des valorisations qui se tendent et des indices boursiers qui sont plus costauds. Mais une fois qu'on a dit tout ça, on a en fait tout dit. Il n'y a rien de plus à dire. Il n'y a pas à dire qu'il va y avoir des arbitrages particuliers. Je crois que les lignes sont tracées. La fragmentation monétaire le qualifie, c'est-à-dire qu'elle est en train de figer tout cela. Et donc tout ça va prendre de l'ampleur encore. Ces tendances-là vont encore prendre de l'ampleur. La difficulté aujourd'hui, alors moi je n'ai pas d'avis sur les valorisations par exemple des entreprises du Nasdaq parce que c'est pas tout à fait mon métier, mais je comprends ce qu'on me dit quand on me dit le Nasdaq 35 de PER c'est très cher, j'entends. Je dis dans ces cas-là souvent pourquoi pas 50 d'abord et puis voyons ce qui se passe ensuite. Non mais ça c'est mon approche un peu, je suis un peu en rupture. Mais du point de vue par exemple du comportement, on peut aller sur l'analyse technique et l'analyse technique montre évidemment une tendance haussière, mais montre un niveau de surachat chronique permanent qui est régulièrement repoussé de 3 mois en 3 mois en 3 mois en 3 mois. Donc ça, c'est quelque chose dont je pense, à l'aune de l'histoire des prix, je pense qu'on ne peut pas trouver le moment où ça va s'arrêter. Je crois que c'est très difficile. Parce que soit ça se termine avec une accélération haussière, ou ça se termine avec un vrai ralentissement de prix classique. On ne sait pas. Il y aurait pu y avoir une vraie formation de bulle sur l'IA, il n'y a pas eu pour le moment. On est plutôt sur un marché haussier. Mais tout ça pour dire que à un moment, cette partie-là, alors de ça, je suis certain, convaincu, une évidence. D'ici 2 ans, il va se passer un grand mouvement de correction. D'accord. Mais ça va être les acheteurs qui sont insensibles au prix aujourd'hui deviendront sensibles quand même à ces questions de prix et de valorisation à un moment ou à un autre. Est-ce que ça partira à 35 de PER ou à 50 ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Donc je ne peux pas dire comment les prix seront formés avant que ça se produise. Mais ce que je sais, c'est que ce niveau de surachat et le contexte que je décris, normalement, se résorbait. Et je termine juste en disant pourquoi aussi je suis plutôt à l'aise avec ce genre de scénario. C'est que point bas fin 2022, début 2023 de la croissance, cycle de Kitchen, prochain point bas de l'activité économique américaine, fin d'année prochaine, plus ou moins 6 mois. Donc les choses vont se rejoindre. Et là, je pense que si on parle de baisse de taux, ce ne sera pas la même nature de baisse de taux. Je serais peut-être plus enthousiaste. Sauf que toute la problématique actuelle, c'est pour ça qu'il y a la pression sur Powell, c'est le déficit américain. Et où est-ce qu'il sera à ce moment-là ? Ça va être encore une autre question. Donc rien n'est simple.
en la matière. Sur les émergents, qu'est-ce que vous dites, Julien? Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, de se construire. C'est des actions qui surperforment, emmenées notamment par la Chine. Et dans les actions chinoises, c'est l'effet tech chinoise qui semble l'emporter. Là aussi, est-ce qu'il y a quelque chose de... Oui, la Chine qui se distingue par la tech et la valorisation qui est très faible, mais c'est comme si je vous disais, j'ai une bonne entreprise à vous proposer pour investir, Grégoire. Elle est pas chère, elle vaut 10 de PER, mais il y a 20% elle de rendement. n'a pas de croissance. Elle a un super actif dont personne ne veut, c'est-à-dire l'immobilier. Voilà. Donc, vous allez Est-ce dire, que ça peut tourner? Ça tourne normal ou que pas, ça de ce vaille point pas de très vue-là? cher. Non, mais c'est normal que ça vaille pas très cher. Donc, fragmentation monétaire, isolationnisme américain, situation problématique géopolitique de l'Europe qui pourtant se construit là-dedans, donc avenir à moyen long terme, d'accord. Mais c'est normal que des capitaux se dirigent, ce que je disais tout à l'heure, se dirigent vers cette zone. D'accord. Et je rajoute à ça un petit truc géopolitique, mais pour moi qui a du sens, quand on voit la Chine, son défilé militaire, avec en gros tous les pays dits du Sud global qui sont derrière, c'est quand même une manière de dire je suis votre parapluie. Donc ça veut dire que toute cette zone-là qui était présente là, elle est quand même très à l'écart de toute la problématique créée par Trump, du changement, du nouvel ordre mondial qu'il veut. En tout cas, les Chinois essaient de créer leur propre parapluie économique. Il y a la Pax China versus la Pax Americana. Voilà. Et donc, c'est pas si mal pour les investisseurs de se dire on va mettre un peu plus d'Asie. Je terminerai juste pour dire que la pondération, à ma connaissance, de la Chine dans les portefeuilles internationaux est très en deçà de ce qu'elle pourrait être. Pour des raisons, il n'y a pas de croissance, démographie mauvaise, pour toutes les bonnes raisons. Mais il y a quand même de la place. Puis des secteurs tech qui ont été quand même fracassés dans la période Covid, il faut s'en souvenir, où on voyait les patrons de la tech disparaître les uns après les autres. Sur les actions émergentes, et notamment asiatiques, et en particulier chinoises, qu'est-ce que vous dites chez M&G, Florent? Est-ce qu'il y a matière à être constructif? L'autre jour, un invité me disait, on n'a peut-être pas vu un alignement de planètes aussi intéressant pour ces actifs-là depuis très longtemps. Bon, c'est vrai que la baisse du dollar depuis plusieurs mois favorise les investissements dans le monde émergent et en Chine en particulier. Donc pour notre part, effectivement, ce sont des investissements qui ont été réactivés à la faveur de la baisse du dollar et des niveaux de valorisation extrêmement faibles qu'on pouvait observer sur la Chine. Maintenant, évidemment, on a quand même une base d'investisseurs qui sont des investisseurs européens et pour lesquels la diversification vers les marchés émergents reste quand même à la marge. Donc, on peut difficilement aller très très loin. D'autant plus qu'il ne faut quand même pas perdre de vue tout ce qui nous avait fait quitter la zone il y a quelques années, à savoir effectivement l'incertitude politique et juridique autour des investissements là-bas. Et de ce point de vue-là, quelques années après, on n'est pas rassuré. Il y a eu des annonces, des promesses, une manière de faire peut-être aussi un peu différente vis-à-vis de la tech en particulier. Xi Jinping accorde quand même de l'importance à la tech aujourd'hui. Il a fait revenir Jack Ma, etc. Suffisamment rassuré pour reconstituer une position. Ouais. Mais de là à dire que c'est un écosystème où on investit parfaitement sereinement, c'est quand même compliqué, puisque c'est un lieu commun que de dire qu'effectivement, on a un déploiement d'une rivalité géopolitique et militaire entre le monde occidental d'un côté et la Chine de l'autre, et que on ne sait pas où cette rivalité va nous mener. Donc on ne peut pas se tenir à l'écart de ce monde asiatique et notamment chinois, puisqu'il y a aussi une effervescence technologique. Donc au regard de ce que j'ai pu dire tout à l'heure, ce serait quand même surprenant, uniquement sur la base de craintes juridiques ou géopolitiques, de se couper complètement du bouillonnement technologique chinois qui est indéniable et formidable. Mais c'est vrai qu'on est quand même toujours un peu limité par ce conflit larvé entre la Chine et les États-Unis. Léa, qu'est-ce que vous en dites chez DNCA sur l'aspect émergent, l'aspect Chine, avec encore une fois, une dernière prise de parole de Xi Jinping. Alors, on a les reportings toujours un peu en décalé, mais il veut s'attaquer désormais à ce qu'ils appellent l'involution, c'est la concurrence improductive. Ils sont en train quand même d'essayer de bouger certains paramètres en se disant la concurrence c'est bien. Je ne sais pas combien il y a de constructeurs automobiles en Chine, ils sont peut-être 200 ou 250. Évidemment, ils n'ont pas vocation à tous rester en vie. Donc ça crée quand même toujours
cette problématique de surproduction, de déflation, etc. Donc on a l'impression qu'ils essayent de bouger ce curseur un peu structurel aussi d'une économie très productiviste, qu'il restera sans doute. Mais peut-être qu'il y a un réglage à trouver un peu différent. Oui, alors moi sur la Chine et l'Asie, j'ai pas un avis énorme, mais juste pour replacer dans le contexte, notamment des flux, du momentum, de la diversification, évidemment qu'il fallait retourner un petit peu sur cette région géographique qui ne représente pas grand-chose dans les indices. Il faut vraiment le rappeler parce qu'en fait, il est là le point de départ. Sur la politique effectivement chinoise, ils ne font que bouger des sujets structurels en fait. Là, on parle de production, démographie. Enfin, moi, ce que j'entends en tout cas des entreprises, et c'est plutôt par ce bout-là que je vais prendre le sujet, je mets de côté la tech, il n'y a rien qui va. Enfin, fondamentalement, mon métier, c'est d'acheter des entreprises. J'ai aucun signal positif en Chine pour aller aujourd'hui investir sur une société dans les 5-10 prochaines années de manière sereine. Et j'ai mis de côté la tech. Donc, partant de ce principe-là, j'aurais plutôt tendance à en rester écarté, en tout cas dans les gestions internationales, je reste plutôt écarté parce que c'est trop compliqué de se positionner. Bon, il nous reste quelques minutes, petit tour de table, on va en parler avec Pierre-Yves Dugas dans un instant. Est-ce qu'il faut en terminer avec le rythme trimestriel des publications d'entreprise ? Ah bah oui, bien sûr. Ah bon ? En plus, je l'ai toujours dit, Grégoire, on en a souvent parlé. Donc il faut que Nvidia publie quoi, une fois par an ? Non, on a un court-termisme aujourd'hui parce que je rappelle quand même, pour ceux qui nous écoutent, qu'on a les publications trimestrielles. Maintenant, depuis 1 an, on a également ce qu'on appelle des pré-close call, où 3 semaines avant, on a déjà une pré-indication de la publication. Ça nous fait quasiment 8 rendez-vous par an sur les pour la même société. Oui, là, ça devient un petit peu compliqué. Donc, oui, moi, j'ai toujours été favorable à ça parce que les effets un petit peu mais pour quel type d'entreprise ? Est-ce que ça s'adapte à toutes les entreprises ? J'imagine que demain, même si l'obligation était abolie, je vois pas comment une boîte comme Nvidia aux États-Unis, ou je dis LVMH ou qui vous voulez, ou Novo Nordisk chez nous, je vois pas comment ces boîtes-là pourraient arrêter de publier trimestriellement. Je crois que ça dépend de ce qu'on attend de ces investisseurs. Regardons le marché suisse, qui pour moi est un des marchés les plus qualitatifs, si je puis dire. Regardez les publications des entreprises suisses. En général, elles vous en donnent 2 par an. Si elles vous donnent des guidance à peu près clairs, c'est déjà un miracle. Elles sont toujours, en général, très, très prudentes dans leurs annonces. Et finalement... Est-ce que ça correspond à la nature de ces boîtes ? Une Nestlé, une Roche Oui, mais ce que je veux dire, c'est aussi le rythme d'activité de ces entreprises. Peut-être. On peut le voir comme ça. Ouais. Mais je pense aussi que c'est parce que, justement, on se positionne sur des entreprises dans la durée. Moi, j'ai beaucoup de difficultés, effectivement, avec, encore une fois, l'approche court-termisme de certaines indications financières et la vision long terme et surtout la volatilité. Une banque, ça vous rassurait qu'une banque publie 2 fois par an ? Pourquoi pas ? Ah ouais ? Je sais pas. Moi, je me dis que ma réponse, c'est que ça dépend quand même vachement des entreprises, du rythme de croissance, des risques aussi inhérents à leur secteur, etc. Oui, mais ça, c'est des indications qu'on peut avoir par ailleurs. Et d'ailleurs, pour clôturer pas besoin d'une publication officielle pour avoir cette communication financière et cette relation permanente avec le marché. Bien sûr. Et puis les gros effets. Il y a des relations investisseurs qui sont dont c'est le job, j'entends. D'une part, et puis en plus les gros effets conjoncturels, on va les avoir de toute façon. L'avantage, c'est qu'une publication, c'est la même information pour tout le monde au même moment. Oui, ça c'est sûr. Mais peut-être dernier point quand même qui est important, puisqu'on est dans un marché de momentum depuis quand même un certain nombre de mois, ce sont les révisions bénéficiaires aujourd'hui qui font les cours de bourse. Ça veut dire que ce sont les publications des résultats. Et ça, c'est embêtant. Bah oui, mais à la fin de la journée, c'est quand même bien les publications, les résultats qui font aussi les performances. Les révisions des dynamiques bénéficiaires, là. Julien ? Sur cette question des trimestriels. Des semestriels ou des trimestriels ? Je sais pas. Alors, il y a plein de petites boîtes qui ne publient que sur un rythme semestriel, avec ou des chiffres d'affaires et ou des résultats une fois par an. J'ai utilisé mon joker, malheureusement. Deuxième. Non, déjà, moi, je serais, à titre personnel, je serais même pour une cotation par jour, ça m'irait très bien. Et pourtant, je pratique l'analyse technique. Donc je crois qu'il y a des plateformes comme le Nasdaq qui aimeraient bien coter. Alors, je crois qu'ils cotent déjà pas loin de 24 h sur 24 avec les futurs, mais ils voudraient coter le week-end aussi. Je vais quand même tenter une réponse. Les actifs vont être tokenisés, c'est une question de temps. C'est ça. Tokenisés, ça veut dire des échanges de pair à pair, 24-24, 7 sur 7. Donc tout ça, c'est des questions qui... Voilà. Mais je réponds à vos questions. Dans quelques années, je ne suis pas sûr, je me souhaite longue vie, bien sûr, mais je pense que l'intelligence artificielle aura tellement changé les choses que toutes ces questions-là aujourd'hui n'ont pas beaucoup de sens.
L'intelligence artificielle va faire évoluer tout. Le Là, on gère un rapport entre-deux, quoi, c'est ça. aux actifs, au marché, à tout ce qu'on veut. Ça devient des points réglementaires, ça. C'est quand est-ce que l'entreprise dit quoi? On lui donne une fenêtre pour dire quelque chose. C'est l'accès à l'information. Ça. Donc c'est de la loi, c'est du droit. La fréquence sera déterminée par qui la déterminera, plus ou moins de fréquence. Mais tout va être géré très différemment de la manière dont on le gère aujourd'hui. Et ce sera un marché je différent comprends bien ou pas la difficulté forcément des 8 rendez-vous annuels pour une entreprise. Dans quelques années, la donne sera Et ça différente. changera la nature même du marché. Ce sera un marché complètement différent. Vous avez vu, on est passé des ordres physiques aux ordres électroniques, etc. Enfin, vous avez connu ces transitions. Ça change les dynamiques de marché ou pas forcément? Il y a toujours des traces significatives, pas des artefacts, des traces significatives d'intervention humaine aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé. Reste à savoir si, dans le cadre de l'intelligence artificielle, la manière dont, en gros, les prompts sont rédigés, c'est-à-dire ce qu'on nous donne en entrant, si la présence humaine et le comportemental restera toujours là. Je crois que oui, mais en même temps, je suis pas très sûr. Beaucoup de jokers dans cette émission, je veux dire. Florent, pour conclure sur effectivement, bon, c'est la question que pose Trump, évidemment, mais oui, est-ce que ça peut apporter quelque chose de différent? Un point qu'on a soulevé aussi en parlant de ça dans l'émission la semaine dernière, c'est que pour des boîtes qui sont pas publiques, peut-être que ce sont des standards qui sont un peu lourds à porter et se dire que moins de publications, ça peut aussi amener, comme aujourd'hui le private equity cherche des portes de sortie pour pas mal d'investissements, ça peut peut-être faciliter les passerelles entre le monde privé et le monde public des marchés cotés. C'était un point, mais... Sans doute. Après, la transparence, c'est quand même un point fort. Avoir tous les 3 mois des publications normées, savoir... ce qui se passe, ça me semble pas être un inconvénient, et ça conduit pas forcément à des erreurs stratégiques, à des erreurs stratégiques de la part des dirigeants ou des investisseurs, parce qu'on peut avoir une lecture avec un peu de recul de l'information. Ce qui est important, c'est d'avoir l'information. Ce qui est gênant, c'est si la réaction est un non-sens. Mais en soi, c'est pas la publication qui crée la mauvaise décision. La publication, c'est une information que le marché intègre comme il le souhaite et charge aux dirigeants d'expliquer la publication. Donc, je trouve que les publications trimestrielles, pour les boîtes qui sont suffisamment importantes, qui peuvent se le permettre, qui ont les ressources pour le faire, la transparence, c'est plutôt une valeur positive. Je suis d'accord avec vous. La vérité quotidienne des prix et la transparence de l'information, l'accès à l'information. Amazon a publié des résultats trimestriels dans le rouge pendant des années. Ça n'a pas empêché à un moment quand même le marché de comprendre derrière la stratégie d'Amazon et en faire l'entreprise qu'elle est devenue aujourd'hui. Bon. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florent Delorme, M&J Investments, Léa Dunant-Châtelet, DNCA et Julien Nebenzal, eToro Patrimoine. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème chaque lundi, c'est l'actualité économique et politique américaine, avec notre quart d'heure américain et notre correspondant américain à distance avec nous, Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous en visio. On a commencé un peu le débat sans vous, Pierre-Yves, mais ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos arguments après que Donald Trump a à nouveau proposé, recommandé de réduire le rythme des publications d'entreprises pour passer d'un rythme trimestriel à un rythme semestriel. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse bonne idée, Pierre-Yves? Écoutez, je pense que notre rendez-vous hebdomadaire n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on se voit plusieurs fois par jour. Et pour les résultats trimestriels, c'est la même chose. Plus d'informations, plus on en a et mieux c'est. Et c'est à l'analyste de faire la sélection, de savoir si telle fréquence est bonne pour telle entreprise, telle fréquence n'est pas suffisante à tel moment de la conjoncture. On pourrait également se débarrasser des marchés boursiers et avoir un fixing mensuel. C'est ce qu'on a proposé juste avant dans l'émission, Pierre. Un des intervenants dit qu'une cotation par jour, ça lui suffirait. C'est vrai, non. L'argument n'est pas idiot, c'est vrai. Je pense qu'il faut de tout dans un marché. Pour que le marché soit liquide, il faut qu'il y ait des traders qui aient une vision de 3 minutes. Il faut qu'il y ait des gens qui aient une vision de 3 semaines, de 3 mois, de 3 ans, de 30 ans. Et tout ça, ça fait un marché riche, profond, liquide, et à la fin, Dieu reconnaîtra les siens.
Il y a des gens qui n'ont pas besoin de consulter les informations publiées tous les trimestres par certaines sociétés, et tant mieux pour eux. Ils ont une vision à long terme, et vous l'avez signalé parce que je vous écoutais tout de même dans mon oreillette. Amazon est le parfait exemple de société qui était cotée en bourse et qui perdait de l'argent. Mais elle avait un plan, un calendrier, un management sérieux, et ses actionnaires ont été assez intelligents pour lui faire confiance et pour voir que la société progressait dans le chemin qu'elle avait fixé. On voit aujourd'hui les plus belles, les plus grandes, les plus riches, les plus fortement valorisées des sociétés américaines procéder à des investissements massifs dans un secteur qui ne leur apporte pas encore un rendement puissant, élevé, immédiat, selon un calendrier qui n'est pas encore très clair où ces rendements commenceront à tomber, mais le marché est assez intelligent pour leur faire confiance. Et cela prouve qu'il ne faut pas se laisser bercer d'illusions par le caractère superficiel des rendez-vous trimestriels. Il y a des informations à prendre tous les 3 mois pour certaines sociétés. Donald Trump avait déjà eu cette idée en 2018. À l'époque, le patron de la SEC avait mis en place, de manière assez molle, disons, un processus d'émission de nouvelles règles et de réforme éventuelle de la règle. Cette règle des trimestriels remonte à 1970. La publication de ce qu'on appelle en anglais les 10 Qs remonte à 1970. Ça n'était pas le cas avant. Maintenant, il y a un plus grand mandat qui a été donné par le président Trump à la SEC, qui est celui de réexaminer toutes les règles applicables aux sociétés cotées et de se débarrasser de celles qui freinent l'innovation. On pourrait mettre dans ce panier ce type de règles. On peut imaginer très bien qu'à la SEC, dans quelques mois, après consulter l'ensemble des groupes intéressés par cette éventuelle réforme, nous disent, eh bien voilà, au-delà de telle valorisation, au-delà de telle capitalisation, les sociétés devront être obligatoirement passées par l'exigence de la publication trimestrielle, mais pour d'autres, elles auront l'option, si elles le souhaitent, de n'informer leurs actionnaires que tous les 6 mois. Les Britanniques ont fait cette réforme en 2014. On est aujourd'hui en 2025. Est-ce que les sociétés britanniques cotées en bourse ont une meilleure vision du moyen et du long terme aujourd'hui qu'en 2014? Ça n'est pas du tout évident. Et puis il y a un autre argument, car je défends mon point de vue, c'est celui des initiés. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de donner 3 mois de plus aux initiés pour acheter ou pour vendre. Je pense que plus il y a d'infos, mieux c'est. Moi, j'aime lire des quotidiens, je lis beaucoup moins les hebdomadaires. Et j'aimerais qu'on se parle plus souvent, Grégoire. Je suis d'accord avec vous. I wish, bien sûr, Pierre-Yves, et je suis d'accord avec vous sur effectivement le risque pour les marchés d'avoir peut-être plus d'initiés que ce qu'ils n'en comptent aujourd'hui. Et comme vous le rappeliez avec Amazon, ces résultats trimestriels, c'est aussi une exigence pour les entreprises, une exigence en termes de communication, de stratégie et de bonne gouvernance, Pierre-Yves. Oui, alors il y a un point important et on a tendance à faire un peu le mélange. Il y a la publication du 10Q et puis il y a la question de la guidance. Oui. Alors ça n'est pas une obligation du système réglementaire américain. La SEC n'oblige pas les sociétés cotées à offrir des perspectives et des fourchettes prévisionnelles de résultats. Certaines sociétés le font. Et là, effectivement, elles le font pour des raisons médiatiques, pour des raisons de visibilité, pour entretenir leur visibilité dans un marché qui est très encombré. Et cela peut prêter à manipulation du résultat à très court terme. Une équipe dirigeante pouvant dire, vous voyez, il y a 3 mois, je vous avais promis cette fourchette, et ben j'ai fait mieux. C'est un moyen pour eux de doper leurs résultats, de doper leurs stock options, de doper leur rémunération. Et c'est des situations où la queue remue le chien. Et là, ça, il faut l'éviter. Et des gens assez performants en matière d'investissement, Warren Buffett, par exemple, l'avait dit il y a quelques années, oui au trimestriel, mais non à la guidance.
Oui, Warren Buffett qui se battait également, enfin qui se bat toujours bec et ongle contre la notion d'EBITDA, par exemple. Voilà, ce sont les combats et les batailles de Warren Buffett. Si on en vient au dossier Chine-États-Unis, Pierre-Yves, il y a tellement d'emphase et de publicité mise par l'administration américaine et Donald Trump, notamment autour d'un accord cadre pour rendre TikTok américain, qu'on en oublierait presque la guerre commerciale entre les deux superpuissances. Est-ce à dire que rien n'avance de ce point de vue-là ? Écoutez, j'ai l'impression que rien ne va avancer avant le 10 novembre, et ce n'est pas du tout parce que c'est mon anniversaire. Mais c'est la date qui avait été fixée il y a plusieurs mois, et c'est une date qui a été fixée à dessein parce que jusqu'au 10 novembre, on est dans ce rapport de force où on a 35% en gros de droits de douane américains sur les produits chinois et 10% de droits de douane chinois sur les produits américains. Pourquoi 10 novembre ? Parce qu'au-delà du 10 novembre, tous les achats de fin d'année par les grands de la distribution en particulier, les grandes sociétés américaines auront été faites, donc on aura sauvé la saison des cadeaux de Noël. Et là, de nouveau, explication. C'est aussi ce relatif silence du président Trump et de son homologue chinois sur le rapport de force dans la guerre commerciale tient probablement au fait que les Chinois n'ont rien lâché sur cette question depuis le début. Et le grand pari de Scott Bessent, qui l'a dit explicitement, à savoir que ces droits de douane font du mal aux entreprises et à la conjoncture chinoise et que les Chinois vont perdre à ce jeu parce que cette guerre leur fait plus de mal relativement à la situation des États-Unis. Ce pari, pour l'instant, ne marche pas parce que la société chinoise n'est pas aussi transparente, n'est pas aussi facile à manipuler politiquement que ne l'est la société américaine. Alors l'affaire TikTok est devenue la chose la plus importante dont Donald Trump a discuté avec son homologue chinois. Je trouve ça assez surprenant parce que l'énormité des enjeux dans l'affaire TikTok, d'accord, mais enfin, les relations commerciales sino-américaines sont tout de même plus importantes. 175 millions d'Américains sont obsédés par TikTok, tant mieux. C'est la 5e application la plus utilisée par les Américains, tant mieux. Donald Trump a négocié un deal extraordinaire que Joe Biden avait été incapable de négocier, il faut le dire, à condition, bien entendu, que l'interprétation donnée aujourd'hui par les Américains soit celle qui sera donnée demain par les Chinois. On a vu dans le passé que les effets d'annonce des deals négociés et prétendument conclus par Donald Trump pouvaient ouvrir la porte à de diverses interprétations. 80% de TikTok États-Unis serait sous contrôle américain, avec des géants qui travaillent déjà pour sécuriser les données et contrôler l'algorithme. Très important, contrôler l'algorithme aux États-Unis de TikTok, Oracle en particulier. Et on nous annonce que même Rupert et Lachlan Murdoch, le père et le fils, pourraient, à titre personnel, voire au titre de leur société, Fox Corp, rentrer dans cet énorme tour de table. Si ça se passe comme ça, c'est un joli coup pour l'administration Trump. Merci beaucoup Pierre-Yves. Avec nous chaque lundi, Pierre-Yves Dugas dans notre quart d'heure américain, en direct évidemment dans Smart Bourse dès 17h et à retrouver là aussi en replay ou en rattrapage sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.